Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de ce nouveau podcast qui s'intitule Viens, on parle de tout. Et comme le titre l'indique, avec mon invité, on va parler de tout. Aujourd'hui, je reçois Akrem Hamdi, un rugbyman professionnel qui s'est reconverti aujourd'hui en tant que comédien. Il avait un parcours tout tracé et pourtant ça s'est pas passé comme prévu. Il est aujourd'hui avec nous et il me fait ce grand plaisir d'être là pour parler de son parcours tumultueux. Je sais pas si je peux dire tumultueux. Oh, il y a eu du tumulte. Il y a eu du On tumulte. peut dire que ça a pas été, ça a De pas tout été de repos. tout repos, cette affaire. OK. Alors, je vais un peu lancer des traditions avec toi, vu que c'est le premier épisode. Mmh. Mais je vais demander à tous mes invités, je t'ai présenté de façon très succincte. Est-ce que tu Mmh. trouves que cette présentation te ressemble ou pas du tout? Non, si, je trouve qu'elle me ressemble. Après, c'est normal que quelque part, je pense, dans mon parcours, fait d'avoir été professionnel au rugby, mais de surtout dire que ça a été le centre de ma vie pendant longtemps, je pense que ça me définit bien. Après, toutes les aventures que j'ai pu vivre avec ce sport et toutes les choses derrière qui se sont passées, je pense que c'est plus vaste que juste, rugbyman professionnel. Bah, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. On va essayer de Mmh. creuser un peu tout Oui. ça. Ma première question, tu étais quel genre d'enfant? Alors, moi, j'étais un enfant à qui on disait, à intervalles réguliers: «Calme-toi». Donc, ouais, non, j'étais un enfant qui tenait pas sur place et ouais, je pense que le mot qu'on m'a dit le plus de toute mon enfance, c'est: «Calme-toi». Et du coup, le sport a été, pour toi, parfait? Ah bah, le sport a été parfait pour moi comme pour mes parents. Tu rentrais, tu étais fatigué à la maison? Ah mais moi, je me souviens que quand on était petit, bon, c'était l'époque où on toquait chez les voisins et on faisait des foot avec, tout le monde. Ben je sortais le matin vers, 9h-10h. C'était ma mère qui m'appelait à un moment avec mon frère, à vingt pendant les vacances d'été à 23h, sinon le match de foot pouvait continuer toute la Ah, de nuit. 10 heures à 23 heures, tu étais dehors à J'étais te dehors. donc une enfance heureuse. Ouais, vraiment, Trop bien. vraiment. Heureuse dans ce pan-là, en fait. Parce qu'après, dans l'autre pan, c'est-à-dire le pan scolaire, si tu veux, ça va avec. C'est-à-dire que j'étais un enfant qui avait besoin tout le temps d'être actif et donc l'école, pour moi, c'était vraiment un endroit, dans lequel j'avais l'impression de ne pas être adapté et donc très vite, puisque enfin, je l'ai su plus tard, tu vois? Que j'étais à moitié hyperactif, à moitié, TDA. Bon, c'est un peu à la mode maintenant ce genre de truc, mais moi je l'étais Toutes les vrai. abréviations compliquées sont à la Oui, mode. oui, c'est à la mode, mais moi je l'étais vraiment, ce qui veut dire qu'en classe, dès que tu m'asseyais quelque part, mon cerveau il partait et donc ce qui veut dire que très vite, j'avais des lacunes et j'étais pas bon à l'école Ouais. et donc c'était un lieu dans lequel, bah, enfant, c'était pas simple pour Ah bah, moi. je te comprends, j'étais pareil. Bah, après quand je m'y Ouais. mettais, ça va, mais Ouais, moi aussi, mais mais vraiment c'était ouais, le rapport à ça, je sais que ça a conditionné beaucoup de choses et je l'ai découvert tard, tu vois? C'est-à-dire que l'estime de toi que tu construis, elle part aussi de ces choses-là, tu vois? clairement. Et je sais que moi, mon estime de moi et la difficulté que j'ai eue dans mon existence future, elle part aussi de ce constat d'échec, de très vite enfant, regarder tout le monde à droite à gauche, avoir l'impression que tout le monde comprend tout et bon, et toi, tu as l'impression qu'en fait, tu as un problème, quoi, que tu comprends pas. Bon, après, tu le transformes, tu fais en sorte d'être, le cancre marrant du fond de la classe et tu arrives à le transformer en autre chose, mais ça reste un masque. Bah, bien sûr. Tu es jamais heureux quand la prof, elle arrive et qu'elle te file une note, Pourri, ouais. Non, mais tu pourrie, toujours enfin, de transformer tes faiblesses en force quand tu es jeune, enfin, bah, surtout, en fait, c'est des mécanismes aussi un peu de survie. bien sûr. C'est-à-dire que tu essayes de trouver une posture qui fasse qu'on va pas voir que ça t'atteint et Oui, c'est clair et l'humour est parfait pour ça. l'humour, le rire et dire: «On s'en fout, en fait, c'est Ouais, pas grave». tu pris le vêtement du cancre et tu te l'es mis sur toi, le manteau et Bah, tu t'es dit on me l'a confié tu en as pris soin. et j'en ai pris soin, OK. exactement. Comment tu rencontres le rugby? Comment le rugby Alors, vient à toi? le rugby se fait vraiment par hasard parce qu'à la base, moi, je connais pas ce sport, ma famille ne connaît pas ce sport et en fait, on a un voisin que je considère presque comme un grand frère dans mon enfance qui, lui, pour le coup, avait commencé le rugby et mon frère qui avait essayé plein de sports, sans succès, ça matchait pas. Il l'avait emmené au rugby et mon frère avait surkiffé le rugby. Oui, parce que le rugby, c'est vrai que moi, en Île-de-France, à notre époque, donc il y a 25 ans, personne n'en parlait. Attends, mais moi, quand je parlais de ça avec mes cousins, ils pensaient qu'on avait des casques et Ah oui, eux football pensaient que américain. c'était du football américain. Mais Pendant oui, longtemps, ils pensaient que moi, je faisais ce sport. sincèrement, je pense que j'ai découvert le rugby, je devais avoir 12, 13, 14 ans et parce qu'on a fait un exercice de PS. C'était pas un sport qui était à la mode, en tout cas dans Pas du tout. ce coin-là. Et en fait, donc il emmène mon frère et moi, faut comprendre que quand j'étais enfant, je voulais tout faire comme mon grand frère.
Donc j'ai tanné ma mère pour, qu'elle m'emmène au rugby, au rugby, au rugby. Donc bon, j'avais une force, de rongement, tu vois ce que je veux dire? Tel un pivert qui faisait qu'à un moment, bon, elle m'a emmené, elle a parlé à l'entraîneur, elle a dit: «Bon, je pense qu'il a pas l'âge pour, s'entraîner, mais vraiment puisqu'il est très insistant, est-ce que vous pouvez voir s'il y a moyen qu'il» et donc l'entraîneur, il l'a regardé, il a dit: «S'il a envie, emmenez-le» et tout ça et donc j'avais, je crois, 4 ans ouais. 4 ans? Ouais, non, j'ai très, très jeune et donc ouais, premier entraînement, de rugby, je finis aux urgences. Mais ça Donc t'a pas empêché d'y retourner? non, parce que je voulais tellement faire comme mon frère et comme les grands de ma rue qui faisaient tous du rugby que, tu vois, je voulais faire du rugby. Alors qu'à la base, je te dis, les premières années, ça m'a pas plu. Le rugby, c'était pas forcément un truc que tu kiffais? Non, 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 les premières années, moi, je me souviens que, ouais, au début, ça prenait pas du tout. C'est-à-dire qu'il fait froid, tu es dans la boue. Moi, j'étais souvent, tu sais, à l'aile avec un pull trop grand, la morvonnée. C'était vraiment, j'attendais que ça passe à chaque fois. Et après, petit à petit, je me suis pris au truc, en grandissant. Bah, quelques années après, tu vois, vers 6 ans au truc, ça a commencé à matcher. Après, c'est devenu, une passion incroyable pour moi. À quel moment, comment ça s'est fait? Parce que, OK, tu joues en amateur, dans ton club à Mmh. Meaux, tu kiffes. À quel âge et comment tu te dis: «Je vais en faire mon métier, je vais pousser les portes d'un club», comment ça se Bah, en passe? fait, très vite, je me mets à rêver de ça et à me dire: «Bah, en fait, je suis pas bon dans tout, mais là, c'est le seul endroit dans lequel, bah, j'ai l'impression d'être, bien». Et donc très vite, bah, je, fantasme dessus. C'est les débuts du professionnalisme ou truc, donc tu commences à voir des matchs à la télé. Je vois les matchs de l'équipe de France contre les Blacks et ça me fait rêver et je me dis: «Bah, pourquoi pas moi et pourquoi pas ce parcours-là, en fait?» Et c'est tes parents qui te poussent vers le côté professionnel, ou Non, pas? non, non, absolument pas. Mes parents, en fait, il faut comprendre que le rugby aussi a été précieux pour moi parce que c'était vraiment mon truc. C'est-à-dire que ma mère, elle me déposait, devant le stade, elle venait me récupérer devant le stade et mine de rien, c'était un truc important pour moi, tu vois? D'avoir cet espace, dans lequel, ouais, c'est juste moi, je me définis juste, par moi-même. Enfin, ça s'est toujours construit, en parallèle, on va dire, de mes relations parentales. Donc Oui, ils t'ont laissé totalement ils tranquille. m'ont laissé tranquille et vraiment, c'est moi qui ai été demandeur à un moment de leur dire: «Est-ce qu'on peut, appeler des clubs? J'aimerais bien faire un sport-études, un truc» et c'est moi qui étais moteur. Alors donc c'est toi qui as appelé? Ouais, en cadet, je crois, ouais, en cadet ou en minime, T'avais quel âge? je sais plus, 15 ans ou 14 ans au OK. truc. Je prends toute une liste, de clubs dont je connaissais enfin, je savais qu'ils étaient, professionnels et donc je prends mon téléphone, j'appelle, les secrétariats, les trucs en disant: «Est-ce que vous avez un sport-études? J'aimerais beaucoup venir» et donc à un moment, je me souviens avoir eu, Marc Andrieux à Béziers qui m'a dit, «Bah, écoute, pour l'instant, ce que je te conseille, c'est d'aller vers un club satellite qui est pas trop loin de chez toi, donc va vers Paris, vers des clubs, comme ça et ensuite si tu es bon et que tu évolues, truc, à un moment, peut-être que tu auras l'occasion de venir dans un club du sud, mais là, à 15 ans, c'est Ah un bah, peu hy prématuré, c'est quoi. hyper jeune, mais c'est surtout qu'en plus toi, tu étais hyper déterminé. Pour moi, la route, elle était simple parce que puisque pour moi, j'étais nul dans tout et bon à rien, il y avait que ça qui existait, donc je Il f mettais tout et toute ma projection, tout mon imaginaire, c'était ça, quoi, tu vois? Putain, Et j'ai c'est toujours été un peu aussi obsessionnel par rapport à certains trucs et à ce moment-là, j'étais à bah, 300. je Je comprends. rêvais rugby, je mangeais rugby, heu, je demandais à ma mère de m'acheter un ballon. Tous les grands de ma rue disaient toujours: «À Crème, c'est celui qui traîne toujours avec son ballon de rugby et qui veut faire des passes» et c'était ça, quoi, en fait, Bah, t'avais trouvé ta voie. Enfin, de toute façon, c'est en ça. en tout cas, j'avais trouvé mon rêve. Alors, tu as dit un truc, une vraie question que je me pose depuis longtemps. Mmh. Tu dis, «Je mangeais rugby». Je voudrais savoir comment vous nourriez, vous, les rugbyman? Parce que vraiment, pour passer un peu de temps avec des rugbyman comme toi, je pèse 80 kilos, Mmh. 85 kilos. Je suis pas petit, je suis pas non plus un voilà, je suis un peu épais. Mmh. J'ai l'impression d'être une tige à côté de vous et toi, ça fait 10 ans que tu as arrêté, tu joues plus en pro, j'en connais Non. d'autres qui ont arrêté depuis longtemps. Vous ne bougez pas, vous restez archi massif. Comment vous Non, nourriez? non, non. Archi massif, je te le dis, par rapport à la période où je jouais au rugby, je pense que j'ai pris 15 kilos. Donc Ouais, mais moi, l'ossature, enfin, il y a un truc l'ossature, vous bah, êtes énorme. C'est après génétique c'est ou enfin, comment ça se passe? bah, je pense qu'il y a un côté génétique. Après, c'est un sport de combat, donc je pense que quand tu le fais comme beaucoup de très jeunes jusqu'à un certain âge, je pense qu'il en reste toujours quelque chose, tu vois? Ah Et oui, je te surtout quand confirme. tu passes par le milieu pro, mine de rien, tu as tellement travaillé ton corps
que je pense qu'il en reste quelque chose. Ensuite, tu vas dans ces clubs satellites, Mmh. j'imagine? Donc je pars de Meaux et je vais au PUC en cadet. Donc je fais 2 heures de transport aller, 2 heures de Oh transport putain. retour solo. Je rentre avec les derniers travailleurs, je prends le bus avec mon sac et tu que les gens qui à moitié travaillent de nuit ou truc. Je rentre à 2 heures du mat chez moi et je suis au lycée à Meaux. Et ouais, c'est une période où j'étais prêt à tout, même il aurait fallu que je fasse 3 heures de transport, j'aurais fait 3 heures. Trop Parce bien. que je commençais à toucher du doigt Ouais, tu sentais un ton rêve. rêve, Ouais, bien exactement. sûr. OK, là, ça avance, Mmh. tu pars dans le sud. Alors je fais le PUC, je rentre en sport-études en dernière année parce que scolairement, je me fais recaler les 2 premières années. Dur, Ouais, franchement, dur. ça avait été dur de Oui, parce que recevoir tu la vois ça comme un frein. ben non, mais surtout, je reçois à chaque fois la lettre de la Canal où je fais les sélections régionales. Tout le monde me dit: «Tu vas rentrer au sport-études», donc tu vois, toi, tu te dis: «C'est bon». Pareil, ça commence à concrétiser un truc et 2 fois, je reçois une lettre, qui me dit: «Votre niveau scolaire, truc, vous n'avez pas été pris». 2 fois, ça avait été dur pour moi. C'était le premier er Ça ça frein à cette ça évolution. t'a motivé à mieux bosser pour, Ah ben, en fait, ensuite, je me blesse à l'épaule, en cadet et donc j'ai une année pour essayer d'être bon à l'école, pour essayer de rentrer en troisième année au sport-études. OK, tu te blesses jeune? Bah, ma première blessure, c'est l'épaule, c'est en cadet et c'est ma première opération. La 1re D'une longue série? d'une longue série, mais je ne le sais pas encore. Mais en tout cas, je me souviens que ça a été une douleur, que je me souviens encore dans ma chair. Quand je me réveille de l'opération, butée, truc et cetera, mais frérot, j'ai une douleur où c'était la première fois en fait que mon intégrité physique, elle était entamée et ouais, avant, j'ai grandi dans le sentiment d'être invincible, incassable, parce que quand on était jeune, on faisait tout, on sautait de partout, jamais et là, c'était la première fois que je sentais dans ma chair qu'il y avait un truc qui était pas qu'il y avait un avant et un après, en fait. Ouais, arrêt sur image, pendant 1 an. Ouais, arrêt sur image, je me concentre sur l'école pour essayer de taffer comme un ouf. Les profs avaient été aussi géniaux parce que même si j'étais pas bon dans certaines matières, à chaque fois, ils ont vu que je faisais des efforts, donc ils me mettaient des bonnes appréciations. Et je rentre en troisième année au sport-études en faisant les sélections jeunes l'été et tu Une vois ce petite que je veux dire? porte, Par ouais. la plus petite porte, au moment où peut-être je m'y attends le moins, je rentre au sport-études. Là, tu es valide, c'est-à-dire que ton épaule est remise. Là, mon épaule est remise, mais c'est la première année galère pour moi. C'est-à-dire que tu vois, je perds la confiance à ce moment-là, c'est compliqué de m'y remettre, je sens que j'ai mal, donc c'est la première année où je suis dans cette espèce de vague où c'est dur pour moi et c'est des années en plus importantes où il y a des sélections à aller chercher et c'est la première année où je suis dans un espèce de petit spleen de me dire, «Est-ce que ça va se remettre?» Et l'année d'après, qu'est-ce qui se passe? L'année d'après, je pars à Perpignan, je suis pas pris au Pôle Top France et 14 cetera. Perpignan? Perpignan à l'époque, top 14 et champion de France dans 2 catégories espoir et Réchelle et finaliste en Crabos. Donc en gros, je fais le tour de 3 clubs. Pour ceux qui ne suivent pas le rugby, Crabos, Réchelle et cetera, c'est des catégories d'âge? C'est des catégories jeunes, donc en gros, en catégorie jeune, ils venaient de tout rafler et Voilà. donc en fait, j'ai le choix entre plusieurs clubs. Ce club me propose déjà de me surclasser et je me dis sportivement, c'est l'endroit parfait pour me confronter aux meilleurs. Ça ressemble à quoi un quotidien d'un sportif de haut niveau en rugby? Bah, à cette époque-là, tu suis le cursus scolaire et dès que tu termines l'école, tu t'entraînes et donc tu commences par normalement, moi, c'était comme ça, on commençait par une séance de muscu et ensuite on avait l'entraînement. Ça, c'était le programme, on va dire, jeune. Ensuite, quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros, là, c'est terminé. Tu t'entraînes, quasiment 3 fois par jour. Tu as un entraînement le matin, la muscu l'après, mais encore un entraînement après. T'as un souvenir, incroyable de dans ta carrière? Premier qui me vient en tête, c'est quand je joue en première à Perpignan, j'ai 18 ou 19 ans. Bon, j'avais fait la prépa d'été avec eux parce qu'il y avait eu plein de blessés. J'étais dans le coin, donc j'enquille. Et ça avait été un moment assez incroyable pour moi parce que c'était la première fois que je côtoyais mes idoles, en fait. Et quand tu regardes Putain, ça devait être dingue. quand tu regardes le chemin, mine de rien, le chemin, il va très vite. Et donc, entre le moment où je regarde ces mecs à la télé et où, en fait, c'est le mec qui est dans le casier à côté de moi, il se passe pas grand chose. Enfin, à mon échelle, le temps, il était passé très vite. Et donc, les premières fois où je rentre dans le vestiaire, frérot, je suis en apnée. Ah bah, Je ouais, suis là, je suis en apnée, je dis bonjour, tu sais, je regarde les trucs, je me dis, tu devais être ah, fou. bah intérieurement déjà, enfin, je te dis, je me souviens que les premiers entraînements, quand je rentrais dans le vestiaire des pros, je respirais pas. C'est-à-dire, ils me posaient des questions,
J'étais j'étais dans un état, bah, parce que c'est des mecs que j'admirais, 1 an avant ou 2 ans avant, c'est des mecs que je regardais en équipe de France. Ah, mais c'est hallucinant. Et donc Enfin, là, ils me disent bonjour et tout. Enfin, au début, ouais, c'était incroyable. Après, petit à petit, je me suis mis à respirer. tant mieux. Ce qui m'a aidé, je me suis mis à respirer et ils avaient été adorables, tu Ouais, vois? tu as eu des bons rapports avec eux? C'était un groupe, en plus de très haut niveau, il y avait que des internationaux et des super joueurs et ils avaient été mais adorables, enfin, ils avaient fait en sorte de me simplifier la vie. Donc ils me faisaient des blagues, des trucs, histoire de me détendre parce que je pense qu'ils voyaient que Parce je que respirais pas. Donc ils essayaient de me faire il va crever le ils pauvre. essayaient de me faire respirer. Donc petit à petit, oui, ça a commencé à, mmh, à être plus fluide pour moi et à un moment, voilà, j'ai commencé à m'entraîner normalement, à progresser. Puis, tu vois, je finis la prépa d'été, je fais mes premiers matchs amicaux, contre, Sale, de Sébastien Chabal, de Toulouse avec tous les internationaux et donc là, Ah, tu vraiment, là, je suis dans le cœur du rêve que j'avais, mais tu flottes à ce espéré. moment-là. À ce moment-là, je touche pas terre. À ce moment-là, je touche pas terre, je me dis enfin, je suis Et dans c'est à un ce moment-là que tu truc, parce qu'on était sur ton le mmh? truc le plus incroyable que tu aies vécu à ce moment-là, Et donc en c'est à ce fait, moment-là que ça se passe? exactement, la finalité de ce truc, c'est qu'à un moment, on m'appelle pour jouer à un match de top 14. Donc je suis remplaçant, je rentre, 20 minutes et je marque un essai. Et bon, faut être honnête avec tout le monde, il y avait déjà 40 points, mon entrée n'allait pas changer le cours du Oui, mais match. c'est incroyable. Mais je rentre en top 14, la télé, le truc, le public. L'année d'avant, bah, moi, c'était moi qui étais dans le public, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'avais la sensation que c'était tellement loin pour moi et l'année d'après, je suis sur le terrain et je marque et là, c'est un souvenir incroyable. Je touche du doigt, vraiment mon en fait, je vis mon rêve à ce moment-là. Qu'est-ce que tu ressens quand tu rentres dans un stade complet qui hurle? Enfin, ça doit être, incroyable, ça doit être Ah, fou. franchement, c'est une sensation qui est difficile à décrire tellement elle est intense. Parce que vraiment, tu as une sensation en plus pour un sport de combat, franchement, tu as une sensation d'être dans l'arène romaine et d'avoir une espèce de enfin, c'est indescriptible en termes d'adrénaline ce que ça te provoque, tu vois? Tu fais une action, tu passes, le public, tu as une espèce de truc énorme, de bruit où quand tu commences à courir, tu prends un intervalle, tu as l'impression que d'un coup, il y a un tonnerre qui se lève, enfin, c'est indescriptible comme truc. On parle des super bons moments. Comme je le disais au Mmh. début, tu avais un parcours qui était censé être tout tracé et finalement il y a eu Hem, des il y a eu des il y couacs, a eu il des y a eu petits des petits couacs. couacs. On va en venir au couac. Tu es au top et tu vas fall down, comme on Ouais, dit. non, non, mais voilà, moi, à ce moment-là, je suis full confiance. Je touche pas terre, je suis prêt à passer tous les caps du monde, je suis lancé. Une semaine plus tard, le coach vient me voir en me disant: «Bon, tu retournes en espoir». Donc déjà, un petit coup, mais je me dis, Et tu sais pourquoi il a fait ça? oui, Tu t'en mais doutes? non, mais c'est logique. Je pense qu'il y avait des joueurs qui étaient blessés, qui étaient pour le coup des joueurs aguerris, que je pense ils payaient aussi bien comme il faut au truc, et c'était naturel de dire bah voilà, tu étais là pour te faire progresser. Maintenant que les joueurs entre guillemets sous contrat ou expérimentés reviennent, bah c'est normal que tu retournes en espoir et que tu Oui, continues à t'aguerrir. logique. Moi, à mon échelle à ce moment-là, je me dis c'est pas possible. Tu vois, Je peux pas en redescendre. 2 mois, j'étais devenu très exigeant. Tu vois. Et donc moi, tu vois, Ça va pas le faire mon petit pote, moi je vais donc, rester là-haut. tu vois, mais en même temps, à cette époque-là, je l'accepte. Je l'accepte et justement, j'ai un rapport, je pense, à cette période-là qui n'est pas forcément le bon, tu vois, qui n'est pas dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire qu'en gros, je m'entraîne, je joue avec eux, mais je suis dans l'idée de pas trop déranger. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? très bien. Alors que je pense que quand tu es jeune et que tu rentres dans ce genre d'endroit de compétition, de professionnalisme, en fait, il faut arriver pour tuer. Mais, enfin, je le dis mal, mais en Non fait, mais il on se faut comprend, arriver oui. avec un état d'esprit de dire je vais m'imposer, je vais Oui, prendre la tu prends place. la place. Et en fait, pour l'instant, même si je vous admire, j'ai pas de copains. Oui, bien sûr. Je viens pour m'imposer. Et moi, j'étais très respectueux. Comme je te dis, déjà les premières semaines, je respirais pas. Et je pense que j'étais pas dans le bon état d'esprit non plus à cette période-là, c'est-à-dire à 18 ans, de vraiment arriver pour m'imposer. Donc je fais l'année en espoir, truc, et cetera. Je suis rappelé pour la prépa d'été. C'est la coupe du monde, 2007, donc il y a une prépa de 2 mois. La prépa se passe pas bien pour moi. Je suis pas bon, je suis pas bien dans ma tête, dans mon rugby. J'ai l'impression par rapport à l'année d'avant qui s'était super bien passé, ça marche pas. Je me sens pas bien, je me sens pas en confiance. En fait, sur la saison d'avant, j'avais eu le sentiment qu'on m'avait pas
rappelé parce que mon jeu peut-être correspondait pas et j'ai commencé à mettre le bordel dans la tête en me disant: «Si je fais plus de passes devant la défense, peut-être». En fait, Oui, tu t'es créé je un me perds, scénario, ouais. je me perds et donc sur la prépa d'été, ça se passe pas. Donc il y a des matchs amicaux où carrément on me fait pas où le coach me fait pas rentrer. Il me l'a dit a posteriori pour me faire réagir, ça marche très bien. Il y a un match, il me fait pas rentrer, je me douche même pas, j'ai envie de tout défoncer, limite je rentre chez moi, je pleure parce que je me dis: «Je suis loin de chez moi». Enfin, Oui, j'ai fait tous c'est ces sacrifices pour ouais, rien non, et c'est à ce moment-là, c'est intense parce que tu prends vraiment tout à cœur et ce sport-là et cet endroit-là devient le centre de ma vie. C'est-à-dire si ça se passe bien, ma vie va bien, si ça se passe mal, je suis en dépression totale, tu vois? ouais. J'ai pas de recul. J'ai vraiment pas de recul par rapport à ça. Et fin de cette prépa d'été, je pars avec l'équipe de France A7 en stage pour préparer un tournoi international à Dubaï et je me pète le croisé. En entraînement, match? Entraînement et vraiment je fais un double appui que je fais jamais parce que c'était un moment où j'étais dans un moment où tu es pas en confiance, où tu fais des trucs que tu fais pas et la blessure arrive. Donc là, Donc là, croisé et donc opération. opération. Je vais à Lyon avec ma maman parce que le chirurgien de Lyon avait opéré un pote l'année d'avant, Jérôme Porical, et il était bien revenu. Donc moi, en termes de logique, je me dis: «Bah, j'ai envie d'être C'est opéré par lui». normal. J'arrive avec ma maman. Bon, le chirurgien, c'est Nip Tuck, Nip tuck, la Nip série. Tuck, voilà. Un Donc peu le le choix. mec, il est gominé, il dit: «Ça va mon pote, truc, et cetera, costard, beau bureau». Je me dis: «Bon, le mec a l'air sérieux». Donc il me dit: «Bon, on va pas faire la même opération que pour Ecal, tu plus lourd, tu joues en pouce d'arrière, donc on va te faire une opération quadricipitale». Ça a son importance, ce que je suis en train Je de sais dire. même pas ce que c'est quadriceps. C'est le En gros, on quadriceps? te prend le tendon du dessus au lieu de prendre le tendon du dessous. OK, donc le quadriceps qui est lié enfin, Oui, OK, on prend le OK, tendon du dessus et ça va. donc avec ma maman, on se regarde, on dit: «Oui, oui, faites comme ça» et au final, l'opération se passe, la réduc et tout ça et dès que je reprends la course, j'ai mal et je sens qu'il y a un truc qui fonctionne mal et OK. donc au début, je me dis: «C'est normal», tout le monde me dit: «C'est normal, tu reprends» et cetera et en fait, plus jamais de ma vie, j'ai récupéré, l'usage de mon genou, normal et à partir de là, ça a été la débandade. Et donc à partir de là, je reviens, je fais une saison sur une jambe, donc je commence à me péter partout parce que Ah oui, parce que tu compenses avec l'autre? OK. plus que je compense, je Et personne commence n'arrive à à trouver avoir ce que tu as? non et en plus, ce qui est difficile à ce moment-là, c'est que les kinés, les médecins, à un moment, ils me disent: «Non, mais tu sais, c'est dans ta tête, c'est dans ton truc». Donc déjà, toi, tu as mal, tu vois que tu arrives pas à retrouver ton intégrité physique, ton niveau, donc tu vois, tu es en dépression parce que Ouais. là, je sens que le truc est en train de m'échapper, tu vois? Et tout le monde me dit: «Non, c'est dans ta tête» et cetera. Donc ils me gavent d'anti-inflammatoires, de trucs. Je commence à avoir d'autres blessures, ou une espèce de pubalgie des ischios, des trucs, tu sais, que j'ai Tu m'avais jamais eu. raconté qu'il y avait un mec qui t'avait fait une des semelles, genre un J beh, kiné ou je sais pas là, quoi? j'étais prêt à aller voir un vaudou à la fin au truc, donc je vais voir un mec, il me dit: «Ah oui, je sais pourquoi, parce que tu as les jambes arquées, on va te faire des semelles». Il me fait des semelles dans l'autre sens de mes pieds, je commence à avoir un début de Ah pubalgie. En l'enfer. fait, tous les gens que je vais voir à ce moment-là, Oui, ils y soit vont ne de savent rien, soit empirent le truc et donc j'ai vraiment le sentiment d'être perdu, d'être, seul face à un truc et en même temps d'avoir l'impression de voir le rêve que je touchais du doigt s'éloigner, s'éloigner sans que je puisse rien ouais. faire. Et là, il va se passer 3 En ans. gros, il va se passer 3 ans. Il y a l'année où je reviens, où voilà, je joue sur une jambe, je me pète tout. Fin d'année, je retourne voir le chirurgien, nip tuck, qui me dit: «Ah, mais je vais trouver, t'inquiète». Il me rouvre le genou, il me dit: «Oui, bah, en fait, il y avait un kyste, donc ça doit être pour ça». Donc à ce moment-là, je reprends espoir. Je me dis: «Ah, fin de la période galère, je vais reprendre, entre guillemets, Ma vie, ouais. ma vie où je l'ai laissée» et cetera et au final, pas du tout. J'ai toujours la même douleur, au-dessus de la rotule et cetera. Je demande à d'autres personnes, ils me disent: «Bah, en fait, cette opération, quadricipitale, on a des problèmes, on la fait plus et tout» et là, j'ai la sensation d'être une espèce Tu baisé, quoi. d'erreur, de Ouais. truc et là, là, je commence à comprendre que c'est fini, en fait. C'est ça, je pense, qui a été le traumatisme, en fait, le plus fort parce que je pense que là, à ce moment-là, c'est le moment où je plonge. C'est qu'il m'est arrivé une chose que j'avais pas pensé possible. Ouais. Et en fait, quand il t'arrive un truc que tu n'as pas pensé possible, c'est là, en fait, que tu le vis comme un traumatisme. Tu prends un coup sur la tête que tu as pas vu arriver et à partir de là, ouais, j'ai commencé vraiment à Descente aux enfers, ouais, professionnellement. franchement, les 3 années, ça a été vraiment,
Ça a été vraiment très, très, très dur parce que tu es dans l'antichambre du haut niveau, tu y as goûté et là, en fait, tu vois tout le monde te passer devant et tu peux pas te défendre, en fait. C'est un endroit de compétition. Tu en veux pas aux autres d'avancer, mais Tu t'en tu veux à toi de pas bouger, hein, bien exactement, sûr. tu t'en veux à toi, tu dis: «Pourquoi mon corps, il fonctionne pas?» Donc tu développes déjà que j'avais pas une estime de moi qui était folle, à ce moment-là, je développe un truc de colère profonde envers moi, tu vois? Et je pense que c'est encore pire quand tu as été aussi proche de réussir parce que, tu sais, on l'a tous entendu, le mec qui a joué, Mais au oui, foot et qui s'est dit mais qui dit: «Pourquoi t'as pas continué?» «Parce que je me suis fait les croisés», mais le mec, en fait, il a jamais, Mais approché n'importe quelle je division. pensais à ça, je pensais à ça. Je pensais à ce truc de me dire: «Mais en fait, tu vas être dans ce genre de destin ridicule, du mec qui va parler de ses 20 minutes toute sa vie, en disant: Moi, j'aurais pu être champion du monde, mais j'ai eu un croi» et en fait, c'est rien que cette idée-là, à ce moment-là, elle me faisait mal au bide, de me dire: «Je vais être ce mec-là, en fait». On dit que le sport, et c'est vraiment tout le monde le dit, fais du sport, c'est hyper bon pour la santé, et cetera, et Mmh. cetera. Moi, je sais qu'on a eu une conversation où tu m'as dit que non, enfin, en tout cas, à un Non, certain niveau. le sport de haut niveau, à l'intensité à laquelle on l'a fait, et surtout, par exemple, des sports d'appui ou comme le rugby, c'est pas un sport santé. C'est pas tu vas pas faire une carrière là-dedans et à la fin dire, «Je suis en bon état, c'est génial». Pour avoir parlé à plein de potes qui ont eu des carrières et cetera, c'est très rare les gens qui peuvent choisir leur sortie en disant: «Je m'arrête parce que j'ai plus le niveau». La plupart arrêtent parce qu'ils ont un truc pété à gauche, un truc pété à droite ou un truc pété partout, tu vois? Donc le sport de haut niveau et même comme je te dis, le rapport que tu peux avoir avec toi, tu Et à plus la souffrance. à la souffrance et il est plus dans le cadre de la santé. Je pense et après je parle d'un point de vue personnel, tu pas dans un rapport qui est sain avec toi, hein. Parce Ça, qu'au j'imagine, moment ouais. où les gens normaux souffrent et s'arrêtent, toi tu vas plus loin et en fait c'est la manière dont tu t'entraînes. C'est la manière dont tu joues le truc, c'est de toujours Aller aller plus loin. chercher le plus loin, le plus loin, le plus loin Ouais. et donc ça demande un rapport à soi quand même qui est dans une forme de déséquilibre et d'excès qui fait que plus tard, moi je l'ai vécu, tu peux l'employer pour d'autres choses Ouais, on va y venir, mais qui oui, sont pas oui. forcément positives, mais tu l'as en toi ce truc d'aller ce petit côté un peu sadomaso de dire: «Si je souffre pas, c'est que je m'entraîne pas Bah, bien, en bien fait». sûr. Donc là, tu es blessé, tu faisais 3 ans où tout le monde te passe devant. Je fais Tu 3 ans les plus enfin, terribles parce qu'à ce moment-là, en plus, je suis jeune, j'ai aucun recul et vraiment je suis en état de choc, en fait. Je suis en état de choc parce que je vis un truc que je pensais pas être possible et je comprends pas, en fait. Je comprends pas et je suis en colère contre moi, je suis en colère contre mon corps, j'ai mal au bide, tout le temps. J'arrive plus à dormir. Vraiment, je suis dans un état, mais et à ce moment-là, c'est les premiers moments où je commence à sortir, mais plus pour faire la fête. Je commence à sortir pour vraiment me détruire et pour oublier ma situation, tu vois ce que je veux dire? Et je commence à faire des nuits très, très longues parce que le jour, pour moi, il y a plus rien, en fait. À partir de Perpignan, je sens que j'ai entamé la chute et en fait, à 23 ans, quand je termine Perpignan, enfin, que quelque part, bon, j'ai terminé mes années au truc. Là, vraiment, la dernière année, je me dis, bah, je vais arrêter. Je vais arrêter, je vais remonter à Paris, je vais peut-être faire les cours Florent. Enfin, j'essaye de me retrouver un truc qui me fasse retrouver un cap, tu bien vois, sûr, un objectif. un objectif. Donc, je pars au Club Med Parce en qu'avant, me faut se disant détendre. ouais, je me dis: «Je vais au Club Med» parce que voilà, j'étais dans un rapport de me dire, «Bon, je me fais un été où je termine de me déglinguer et ensuite à la rentrée, j'attaque autre chose». Là, j'ai un de mes meilleurs amis, bah, avec qui on a un parcours très similaire à Perpignan, où on commence en première ensemble et ensuite lui aussi se blesse et lui rebondit à Montauban. Montauban, club de top 14, rétrograde en Fédéral 1. Ils ont une semaine ou 2 semaines pour refaire une équipe. Moi, je suis au Club Med au bord de la piscine en train de faire les danses synchronisées. Et là, McCoy m'appelle en me disant: «Écoute, Montauban, il recrute, j'ai parlé de McCoy, c'est toi». Cédric Coyle, Cédric, un joueur de rugby. il m'appelle, il me dit: «Bah, il recrute, Sébastien Calvet, entraîneur que tu as eu en jeune en équipe de France et tout, c'est le coach, donc il est d'accord pour te prendre, viens». Je lui dis: «Cédric, moi, je sors de 3 années où vraiment le rugby, ça devient vraiment un truc, je peux plus, en fait. Là, vraiment, j'ai atteint le cap où je peux plus». Il me dit: «Ah crème, franchement, essaye. Si tu vois que ça passe,
c'est tout bénef. Si tu vois que ça passe pas, tu pourras arrêter, l'esprit tranquille, tu vois? Ouais, et puis c'est un mec déterminé, quoi. Il a décidé quelque chose, il t'a mis la disquette pour, Même système de pivert où, tu vois, il tape sur le bon endroit et en vrai, je me suis dit je pense que j'ai eu peur déjà à ce moment-là de changer de vie et donc je me suis dit: «Vas-y, essaye, au pire, ça le fait pas», mais à ce moment-là, j'ai aussi la peur du vide bien sûr. et donc de rester dans un environnement que je connais, je me suis dit: «Vas-y, j'y vais, je vais voir peut-être qu'en jouant à un niveau un peu plus bas, il y a une possibilité de faire quelque chose» et donc je vais à Montauban, j'arrive, je suis gros comme une vache, je suis en surpoids, les mecs pensent que je suis deuxième ligne. Alors que t'es lié. Alors que je suis ailier, donc les premiers entraînements, les premiers trucs, c'est un sketch. Tout le monde se dit: «Mais c'est quoi ce mec?» Il y a un où pachyderme où ils sur sont sur allés le chercher. terrain. Moi, j'arrive du Club Med, tu sais, je suis gros d'alcool. Je suis gros d'alcool, gros de malbouffe Ouais. et donc j'arrive, l'ambiance est assez géniale parce qu'en fait, puisqu'ils ont pas eu le temps de faire, de recruter large, ils ont recruté que des mecs un peu comme moi dans OK. tous les clubs de professionnels où c'est plein de mecs que j'ai connus en sélection jeune, soit qui sortaient trop, soit qui ont en fait, plein de mecs qui ont eu des parcours un peu chaotiques à cette période-là et qui rappellent, à Montauban. Donc on se retrouve qu'entre pirates Ah, incroyable. et donc là, je passe l'une des plus belles années sportives et même, je pense, humaines de ma vie, où avec ces mecs où voilà, on a tous, des caractères un peu excessif, on se retrouve dans la même équipe et ça match et d'un coup, tu as un sentiment, tu vois, d'un truc D'appartenance, très ouais. fort entre nous qui se passe et voilà, je passe une année, incroyable et rugbystiquement, je retrouve un niveau, je retrouve un corps qui fonctionne un petit peu, Des sensations, j'imagine des aussi. sensations et surtout un stade rempli et je regoute à quelque chose où pendant 3 ans, je pensais que plus jamais de ma vie, je revivrais ces sensations et en même temps, je sens que je suis condamné, en fait. Je sens que mon corps, il y a des trucs qui fonctionnent pas et donc je sais que Il y a une deadline. je sens intérieurement que je suis pas parti pour, pouvoir, continuer là-dessus, mais qu'en tout cas, ce que je suis Tu en vis train tes de derniers vivre moments, quoi. ouais, exactement. Ce que je suis en train de vivre, il faut que j'en profite à fond parce que je sens que ça ne durera pas, en fait. Je le sens, que je suis dans une chute où ce que je suis en train de faire, c'est de m'accrocher à des branches, mais la chute, elle est inévitable, tu vois? Et donc ça ne rate pas. L'année d'après, je commence à me répéter des trucs et à partir de là, je me fais opérer un moment pendant une saison, je crois que je me fais opérer 3 ou 4 fois, Oh la vache. des épaules, de la cheville, du truc. C'est simple, De partout, hein. l'infirmière, elle m'appelle par mon prénom, Ah je oui, lui ça c'est demande des mauvais signe, nouvelles. ça c'est mauvais signe. Quand tu es plus proche d'une infirmière Coach? que tes copains du Ouais. rugby, c'est que déjà tu es sur une bascule. Mais c'est pareil, à chaque fois, tu retrouves un peu l'espoir. On te dit: «Bah, attends, si je t'opère là, ça va se soigner». Donc tu te dis toujours: «Ouais, ça peut-être que je peux encore, repartir» et là, vraiment, je me fais opérer de l'épaule. Un moment, c'est ma troisième année à Montauban. Je reviens, je mets un plaquage, l'épaule, elle saute et là, je me dis: «C'est fini». Là, en fait, je peux plus repartir pour une opération, repartir pour une rééducation longue parce que la rééducation, c'est des moments difficiles. Tu es seul, tu es loin du groupe, tu as l'impression de servir à rien. Enfin, Oui, et puis je pense que ton corps, au bout d'un moment, tu as une tolérance à la douleur j'y et pense mon corps, mais là, c'était ma tête. En ouais, fait, je pouvais plus retrouver espoir au fait de revenir, en bien fait. sûr, Je pouvais plus y croire, donc je ouais. pouvais plus me motiver à ça et en fait, j'avais atteint ma limite. Je pouvais pas aller plus loin et donc là, j'appelle le coach, je lui dis: «Écoute, je vais devoir me faire réopérer et en fait, je vais arrêter» et c'était Xavier Pelmeja, il m'a dit: «Je comprends, si tu veux prendre, quelques jours, ne viens pas» et il a compris que voilà, c'était le moment, en fait, que je redoutais depuis C'est marrant Perpignan. parce que on est le studio est sous les toits parisiens, je sais pas si on entend, mais il se met à pleuvoir, comme si le ciel pleurait de ta Oh écoute, avec de le ciel, on a plein d'affaires ensemble et donc ouais, c'est le moment où justement, ouais, là, c'est le moment où je sens que, ouais, la fin de la chute est proche et là, franchement, c'est un moment, compliqué. C'est à ce moment-là que je commence à faire des statues avec des bouteilles de Perrier ou truc. J'ai vraiment un moment où j'ai l'impression d'un truc qui se fissure, vraiment. Et là, je vais attaquer le moment que quelque part qui me terrorisait depuis le moment où j'ai compris que ça allait se finir, c'était retourner dans le monde normal, en fait. ouais. Un monde quelque part où je l'ai quitté en étant un cancre. Oui, oui, où tu te sentais pas à l'aise et que tu étais Bah, pas, enfin, tu vois, ouais. je retournais dans, entre guillemets, «le monde normal» et c'est pas un endroit dans lequel, j'avais des choses que je pouvais valoriser, tu vois? Donc pour moi, c'était un cauchemar.
Ouais, Et le j'imagine. seul truc pour moi qui m'attendait, c'était travailler avec ma maman dans sa société nettoyage. Et donc, ce qui m'attendait depuis 20 ans, quand je me pète le genou et que je pense que c'est fini, c'est de me dire, en fait, là, tu vas retourner à Paris, bosser sur des chantiers, nettoyer des vitres et des chiottes. Et t'imagines quand Ah tu bah, passes d'une projection de sportif de haut niveau à dire, là, je vais nettoyer des chiottes. Ouais, c'était une terreur profonde, tu vois, de me bien dire, sûr. c'est le moment. Et C'est puis le là que fait ça bascule. et le fait aussi de cette pression d'avoir un peu brillé, de revenir et d'avoir l'impression d'avoir déçu, de décevoir, Ça, c'est une chose que j'ai portée à partir du moment où je quitte Perpignan, en fait. C'est cette espèce de colère envers moi-même et cette culpabilité, parce qu'au moment où j'ai fait ces 20 minutes, bah, j'ai vu à quel point ça avait rendu fier ma famille, ça avait rendu fier mon frère qui, pendant que moi je faisais mes aventures rugbystiques, bah, il tenait la famille à bout de bras et travaillait dans la boîte de ménage et tout pour faire vivre la famille. Donc, tu vois, je me suis toujours senti un peu redevable envers mon frère, tu vois, de réussir. bien Et sûr. donc, à ce moment, quand je comprends que ça va pas le faire, j'ai vraiment une culpabilité envers ma famille, j'ai une culpabilité envers lui, j'ai une culpabilité envers tous les gens de chez moi qui avaient été heureux et fiers de se dire, bah, il y a un gamin de chez nous qui va exploser Bien le sûr. truc. Enfin, j'avais vraiment ce sentiment de me dire, mais quand je vais revenir la queue entre les jambes, enfin, c'était un truc qui était dur à penser, en fait. Tu rentres à Paris, tu Non, il y a la phase avant où je passe par Bordeaux parce que pareil, j'ai un pote qui m'appelle en me disant, ah mais c'est là heu où tu as poussé les portes du théâtre? exactement. Donc je sors du milieu pro, je vais jouer à la Thèse de Buch, Qui est à un club? qui est un club à l'époque de Fédéral 2. OK. Et donc là, c'est peut-être l'une des années de ma vie, les plus dures. En parallèle déjà, fin de Perpignan, Montauban, je commence déjà à sortir, pour me déglinguer et j'ai un rapport déjà à l'alcool et à d'autres choses qui commence à D'autres être, choses, c'est d'autres drogues? C'est de la drogue ou Montauban, ouais, je commence mmh, à m'aventurer substance? dans d'autres substances. OK. La fin de Montauban, au moment où je me dis: «En fait, le milieu pro, c'est fini». Ouais. Oui, foutu pour foutu, Ouais, mais je pense de toute façon, dès Perpignan, je suis dans un rapport avec moi-même qui est un rapport de destruction. ouais, je suis dans un truc où plus que j'ai pas réussi ce que je voulais réussir, en vrai, le reste vaut pas le coup, donc on s'en Allons-y branle, gaiement. on se déglingue. Tu m'avais parlé que, bah, dans la déglingue, tu parlais avec tes potes de t'endimancher et qu'à un moment Ah pour fuir oui, les coachs, parce que les coachs voulaient pas ah que vous sortiez et ça c'était cetera. à Montauban, ça, c'était avec la petite bande, en fait, puisqu'on sortait, en fait, on jouait le samedi et plus qu'on se déglinguait fort toute la nuit et qu'en fait on dormait pas, pour continuer à boire le dimanche sans que les coachs s'en rendent compte, parce que Montauban c'est une petite ville, on rentrait à la maison, on se changeait et ensuite on demandait au barman de nous mettre de la bière dans des bouteilles de Perrier. Et donc on disait à chaque fois vers, tu sais, 10 heures, viens, on va s'endimancher. Et donc on allait se changer et on se mettait, tu vois, au centre de la ville ou au petit café avec des bouteilles de Perrier, enfin Genre, dans vous des buviez verres du de Perrier. Perrier. Et comme ça, si le coach passait ou quelqu'un passait, il disait: «Ah putain, ils sont sérieux, ils sont levés à 10 heures, ils boivent du Perrier, putain, Alors que vous c'est...» étiez pas Alors qu'on couchés. n'était pas couchés et on était déglingués. OK. Petite parenthèse un peu humoristique. Tu m'avais parlé de ça et Ouais, ça avait fait beaucoup on rire. avait baptisé ça «sans OK. dimancher». Mais c'est très élégant, c'est très Ah joli, oui, c'est fin. Donc on se déglinguait du samedi au dimanche soir. mais Donc avec classe, avec classe et élégance. toujours. Endimanché. C'était Bon, le côté moins drôle, c'est mmh. que la fête va te rattraper. Bah, en fait, Bordeaux, si tu veux, c'est la première année où je suis plus professionnel. Donc je sors d'un milieu, entre guillemets, qui est le seul milieu dans la vie d'adulte que j'avais connu et même de la fin d'adolescence, parce que le sport-études ressemble aussi au truc pro. Et donc là, je me retrouve à Bordeaux, 2 entraînements par semaine et là, le temps est long quand tu as des regrets. Et Ouais, bien sûr. donc là, c'est vraiment une année où j'ai l'impression d'être au fond d'un océan, d'être dans une inertie totale, d'être dans mon canapé, fixer le plafond, pas savoir ce que je vais faire de ma vie et être incapable d'aucun mouvement. Tu vois ce que je veux OK. dire? Tu figé. D'être figé, d'être là en se disant: «Qu'est-ce que je vais faire?» Et cette pensée, elle m'ouvre dans un espèce d'abysse où je suis incapable de rien faire, sauf de sortir et de me déglinguer pour fuir cet état et fuir ce moment où je vais rentrer chez moi et retrouver cette Ouais, espèce tu d'apesanteur. bois la nuit pour oublier ce qui te fait mal le jour. Ah, c'est simple, je bois la nuit pour fuir le jour. Ouais, Et donc j'essaye de faire en sorte que la nuit dure le plus longtemps et qu'elle commence le plus tôt possible. C'est bien ça sûr. en fait, comment le décalage
petit arrive. à petit, il se fait, tu vois? À quel moment tu trouves l'énergie d'aller pousser les portes de ce théâtre? Je pense que c'est un instinct de survie de me dire: «Faut que tu trouves quelque chose. Faut que tu trouves un truc, quelque chose pour déjà retrouver la parole», parce qu'à cette époque-là, à part quand je suis déglingué, j'arrive pas à parler. Parce que Et tu très seul, j'imagine? je suis solo avec mes regrets, mes trucs, enfin. Et donc là, ouais, franchement, là, c'était le moment où j'avais perdu un peu les aiguilles. Je me levais à 15h. Des fois, limite, j'allais chercher une pizza. Je vivais en centre-ville. J'allais chercher une pizza. J'étais à moitié en caleçon avec un espèce de peignoir. Enfin, j'étais loin. Et cette sensation vraiment d'inertie totale et de me dire, j'ai atteint le moment où, en fait, il y a plus de futur. Il y a plus rien devant moi, tu vois. Et quand tu vas dans ce cours de théâtre, qu'est-ce que Mm. tu ressens la première fois que tu pousses Alors les la portes? première fois que je pousse les portes, des fois, déjà, je suis terrorisé parce que je te dis, je suis dans un tel état que de me dire que je vais déjà être obligé de parler au truc, ça me terrorise. Mais en même temps, j'ai cet instinct sportif de me dire, si c'est dur, c'est ce qu'il faut faire. Bien sûr. Et donc j'y vais. Les premières fois, c'est très très difficile pour moi. Mais en même temps, il y a quand même un truc qui m'attire et il y a un nouveau challenge, entre guillemets, où je me dis, bah, en fait, c'est très, très dur. Mais en fait, si tu travailles, il y a un plaisir à prendre. Quand tu vois les mecs qui sont bons, tu dis, ah putain, ils sont vraiment trop forts, ça a l'air génial. Et donc, ça me permet de retrouver petit à petit un espèce de cap où je me dis, bah écoute, il y a peut-être un truc, en tout cas, il y a peut-être un nouveau plaisir à prendre, un nouveau truc, enfin, un nouveau cap. Et après, petit à petit, l'année se passe. Chaque cours est vraiment difficile, hein. Des fois, j'ai pas envie d'y aller parce que c'est difficile de se retrouver devant des gens, des trucs. Enfin, c'est anxiogène parce que je suis dans un tel état d'anxiété, de trucs. En fait, je me rendais pas compte à quel point toutes ces années m'avaient impacté, tu vois. Et là, je commence à me rendre compte que je suis presque plus normal, tu vois. Je me rends Mmh. compte que je réagis de manière, enfin, Anormal. et donc, l'année se passe et en fait, petit à petit, bah, des fois, ça se passe bien, tu fais une impro qui se passe bien et tu dis: «Ouais, c'est trop cool et tout». Tu vas vouloir affronter les choses comme, tu l'as dit, tu Mmh, vas entamer le théâtre et pourtant ça va quand même pas se passer comme prévu. mmh, Parce qu'à ce moment-là, tous tes démons te rattrapent aussi, les excès, la drogue, l'alcool. mmh. Comment ça se passe, à ce moment-là c'est quoi ton quotidien? Là, dis-toi que quand je remonte à Paris, je suis dans le truc d'affronter mon échec, en fait. C'est-à-dire que tant que j'étais dans le sud par rapport aux gens de chez moi et ma famille, je les ménageais, tu vois? Quand j'avais ma famille au téléphone, tout se passait super bien et alors que bon, tout se passait pas Pas du tout bien bien, du ouais. tout. Mais donc là, à ce moment-là, beh, je remonte et j'affronte mon échec. Je retourne, chez ma maman, tu vois? Tu retrouves ta chambre de gosse que tu as quittée pour un grand rêve et tu reviens, le corps, Bah, ça fait encore plus mal, hein. défoncé. Ouais. Donc c'est pas simple, mais à un moment, en fait, il fallait que je passe par là, en fait. Je pouvais pas continuer à me cacher, toute ma vie, Oui, bien sûr, tu peux pas rester, donc je remonte. Mon frère, négocie entre guillemets avec le club de Meaux pour que je fasse, mes dernières saisons avec eux. En échange, eux prennent en charge l'école de théâtre, les cours Florent, donc ça me OK. permet de pouvoir faire les cours Florent. Mais c'était compliqué d'un côté. C'était génial de terminer avec mon frère parce que ça a été le premier moteur Oui, la de boucle est de bouclée. cette aventure et puis tous mes amis d'enfance et tous les premiers gens que j'ai admirés, c'est-à-dire, les générations, d'avant, Hameau et cetera. Et en même temps, c'est terrible de se retrouver sur le même terrain que celui que tu as quitté avec le grand rêve, avec, le genou qui fonctionne pas et tu es à moitié nul, enfin bon. J'accepte ça en me disant: «Bon, maintenant, voilà, il y a le théâtre, donc consacre-toi à fond là-dedans et puis c'est un mauvais moment qui va passer». Mais mon frère, il le voit parce qu'on se sait et donc il me voit à chaque fois à la buvette après les matchs et il voit que c'est pas simple pour moi, en fait. Il y a plus de jours, tu vois ce que je veux dire? Il y a plus de week-end, il y a plus de trucs, je commence à sortir, souvent, je commence à vraiment, là, pour le coup, à rentrer dans le dur de l'expérience. Et en fait, la bascule, c'est vraiment le moment où je me reblesse au genou, avec Mo et donc là, j'arrête le rugby. C'est fini, le chirurgien me dit, Terminé. Arrêtez». Ouais. Là, On arrête la boucherie, quoi. ouais, il a dit: «Là, faut arrêter monsieur». Donc là, je dis: «OK, j'arrête» et à partir de là, j'ai même plus le petit truc et cetera qui recadrait un petit peu ma vie de dire: «Il y a quand même un match le dimanche» et là, je pars en roue libre. Là, du lundi au dimanche, il y a plus de journée, Off. off et en fait, je suis tellement
pas bien, je me sens tellement vide et j'ai tellement ce sentiment d'échec, de vivre, ouais, tu sais, de vivre la mauvaise version de ma vie que, ouais, tout ce qui s'est passé avant, je sens que je l'ai pas digéré, en fait. Et oui, à ce moment-là, en fait, c'est le même rapport un peu que je te disais, c'est-à-dire que la journée, tu es dans une telle inertie, tu es dans un tel chaos, la nuit, tu dors pas. C'est ton cerveau, il rebondit, il refait le film, Indéfiniment. constamment et en fait, je me rends compte que depuis Perpignan, c'est comme si c'était un jour sans fin. C'est tu vois, à partir de Perpignan, j'ai commencé à avoir des vraies insomnies et à partir de là, j'ai commencé vraiment à plus dormir et avoir le cerveau constamment, tout le temps qui tourne autour de ça, qui refait ma vie dans tous les sens, qui termine sur la galaxie, les trous noirs, les trucs enfin, ça ne s'arrête pas. C'est une machine qui s'arrête jamais et en fait, le seul moment où ça s'arrête, c'est soit quand je suis déglingué à l'alcool et donc cet état qui m'apporte la paix pour le continuer le plus longtemps possible, bah, c'est le dopage. Ouais, tu prends des drogues. C'est le Heu, dopage ouais, et donc là, je commence des fois à sortir le jeudi, je rentre chez moi, il est lundi et j'ai pas dormi. ouais, c'est ouf et tu m'as dit qu'à un moment c'était tu parce que tu es quelqu'un de prévenant malgré tout et Ah que non, mais et que tu avais trouvé ou piqué un alors, défibrillateur. je vais Non. t'expliquer cette histoire parce que cette histoire est connue par les quelques aficionados. En fait, on était sortis avec, bah, toute une bande, mais en fait, quand tu commences à te droguer, en vrai, petit à petit, tu te rends compte que tu ne traînes qu'avec des gens qui se droguent. Ça se fait un peu à ton insu, mais à un moment, si tu t'en rends compte, en fait, que tu traînes qu'avec des gens qui en prennent. Donc voilà, j'étais avec cette petite bande d'aficionados, du dopage ou truc et à un moment, je sais plus pourquoi on faisait une after chez en fait, tu passes d'une after à une soirée, à une after à une soirée. À un moment, tu sais même plus quel jour on est et s'il fait jour dehors ou s'il fait nuit. Tu perds la Le fil, notion du truc, tu tombes dans un espèce de trou noir, mais bon, qui à ce moment-là m'était agréable parce que ça me permettait d'oublier en fait tout ouais, le toute monde ta de la douleur, journée en fait, ouais, le toute monde ta de la douleur, journée perso. et donc à ce moment-là, je sais plus pourquoi, je rentre chez moi, j'ai un défibrillateur et donc plus qu'à ce moment-là, vraiment, j'y vais fort, tu vois? Tout l'excès que j'avais pu avoir dans mon parcours de sportif, là, je l'utilise Tu le transposes. pour ce projet d'essayer de finir de me détruire. En gros j'étais tombé au fond de l'eau. Je Là, continue de creuser. j'essaye de gratter la vase pour voir si on peut aller un petit peu plus loin. Et donc, ce défibrillateur en question, des fois, je rentrais chez moi, j'avais tellement le cœur, le truc et tout ça, j'étais dans un tel état qu'en fait, je laissais le défibrillateur à côté de moi en me disant: «Mais Comme si tu allais pouvoir te c'est choquer là non, toi-même. mais c'est là que tu vois que tu es mongol dans ce genre de truc». C'est que je me disais: «Si je sens que mon cœur, il s'arrête, je mets Paf! le truc et j'appuie». Le mec, il se serait électrocuté tout seul. Et histoire drôle, ce défibrillateur, en fait, parle. Et donc une fois, dans une parano aussi liée au dopage, je sais L'enfer. plus, je pense qu'il était sous mon plumard au truc. À un moment dans la nuit, il se met à parler. Je pense que c'est un cambrioleur au truc. J'arrive, je prends un couteau, je vais dans l'appart et cetera au truc. Le truc se remet à parler et à un moment, j'arrive et je vois que sous le plumard, c'est le défibrillateur qui dit, «Mettez les trucs». Ouais. J là, à ce moment-là, je sens que Ouais, tu vrillé. en fait, j'ai perdu le contrôle. OK. Là, j'ai perdu le contrôle. Ça continue longtemps, la perte de contrôle ou Non, parce qu'à un moment, à force de creuser, j'ai trouvé tu as trouvé le fond? j'ai trouvé le fond. Et ça J'avais une phrase avec un pote drôle par rapport à ça, par rapport à ce truc-là. On se disait, «Oui, bravo, le fond n'est plus très loin» et là, ouais, non, là, en fait, la première réaction que j'ai eue, parce que là, j'étais parti tellement loin que j'étais hors de contrôle, même pour moi, en fait. Je gérais plus le truc. C'est-à-dire que limite, j'avais un pochon, je mettais la paille directement dans le pochon. Oui, Donc j'étais dans un projet où j'étais tu y allais non, pas à moitié, quoi. non, mais je te dis, j'avais cette telle colère envers moi et j'avais tellement C'était un l'impression genre de suicide maquillé d'une certaine façon, il y a non? un truc un peu comme ça. Je me serais jamais suicidé par rapport aux gens que j'aime, par rapport Non, à non, mes mais je proches. Non, mais je comprends. Ouais, t'explique. pardon. Par rapport à mes proches, par rapport à ça, ça a jamais été une option, même dans les moments les plus difficiles où je peux comprendre que tu puisses y penser. Mais par contre, oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a un truc en toi qui veut en finir d'une certaine manière avec la souffrance que tu peux avoir.
et donc tu cherches tout ce qui peut soulager ton corps, ton âme à ce moment-là et en fait, tu t'y plonges parce que tout ce qui peut te soulager à ce moment-là, Oui, c'est tu le bienvenu, ouais, prends. bien sûr. Et je te dis, tu as cette colère d'avoir l'impression de vivre la pire version du film de ta vie, en fait, Ouais. et de ne pouvoir te le reprocher qu'à toi quelque part, tu vois? Ça va être quoi le fond pour toi et comment à partir de ce Alors, fond-là, comment tu vas rebondir? le fond, c'est le moment où je commence, pour moi, à faire des trucs, de cassos. Je commence vraiment à me dire: «Là, tu commences à faire des trucs», et donc en gros, un de mes meilleurs amis, je commence à lui demander de l'argent pour, je lui dis: «Ouais, ça va pour me dépanner parce que j'ai eu un petit truc, j'ai un souci avec ma carte». Tu commences à faire des trucs que j'ai jamais fait de ma vie, tu vois? Et je commence à faire ce genre de trucs et mon meilleur pote, à un moment, s'en rend compte et en fait, je me souviendrai toute ma vie de son regard. J'ai vu la déception. C'était quelqu'un qui m'avait toujours, admiré et là, j'ai vu le regard changer. Il m'a regardé et j'ai vu la déception. J'ai vu le fait de l'avoir blessé et ça a été un électrochoc de me dire: «En fait, je suis en train de devenir ça». En fait, ce que je vois dans son regard, je suis ça, en Ouais, fait, ça va être violent. et ça m'a fait réagir et je me suis dit: «OK, là, faut que j'accepte déjà que je suis plus très bien». Que j'arrête de masquer ça derrière l'humour, le sourire, parce que j'ai toujours été très bon pour le masquer derrière ça et je décide d'arrêter, tu vois, le dopage, le truc. Je rentre chez moi, j'ai tout dans les chiottes. Je me dis: «Bon», heu et de parler aussi, tu vois, avec mon meilleur pote, de lui dire: «Bah, en fait, c'est pas la joie», tu vois? Ouais, Et je décide d'arrêter le théâtre, les cours Florent pour aider ma maman qui était en galère avec la boîte de nettoyage. Je m'y plonge à fond. Je taffe, de 5 heures du mat à 23 heures, mais pareil, j'ai toujours mes problèmes d'insomnie, je dors pas la nuit et cetera et 4 mois ou 5 mois plus tard, je fais un espèce de mélange entre un burn-out et une cri en fait, ça se manifeste au début par des espèces de crises d'angoisse que j'ai jamais eues, où tu es là, tu regardes les gens, tu es pas bien et tu as une espèce de terreur, mais ça la même terreur que tu as quand tu es enfant et qu'il y a un ouais. danger ou truc. Ouais, que tu comprends pas. Et je comprends pas, je commence à avoir des espèces de coups de jus à l'estomac, des fourmillements à la tête et là, en fait, à cette période, je ressors, je picole, je reprends un truc et là, j'ai le cerveau qui prend feu. Vraiment, j'ai la sensation que j'ai le cerveau qui prend feu. Je rentre chez moi. Genre pendant la soirée? Pendant la soirée, ça commence et là, je rentre chez moi et je commence à vomir, vomir, vomir. J'ai des coups de jus partout, j'ai le cerveau, je te dis, la sensation qui prend feu, les nerfs aussi derrière, enfin, tout qui commence à trembler et cetera. Un espèce de stress où Ah bah, qui monte, ouais. j'arrive plus à m'asseoir, je suis chez moi, je marche, 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 marche et tout. Je rentre chez moi, j'en parle à ma mère et tout, à ma famille, tout le monde est terrorisé au truc. J'arrive pas à rester fixe. Je vais sur le tapis de course et tout, j'essaye de courir pour faire redescendre parce que je suis dans un truc où, pour moi, là, je deviens fou, en fait. Ouais, bien sûr. Là, pour moi, C'est ça de y la est. panique totale. Ah ouais, je me dis: «Ça y est, Ouais, j'y suis dans le cœur de l'affaire» ouais. et je m'allonge, coup d'électricité partout dans le cerveau, je vomis, je vomis, je vomis, coup d'électricité dans le bide et là, vraiment, je passe, je pense une semaine où, en termes de sensations, je pense que je vais crever, en fait. Oh putain, le Soit que je vais pauvre. crever, je dis à ma mère, «Appelle, appelle les urgences ou appelle, un hôpital psychiatrique ou truc, faut qu'ils viennent me chercher et tout». Je vais crever, en fait. Ma maman, Putain. prévenante, dit: «Allonge-toi, je vais voir, calme-toi» et truc. Enfin, elle reste, enfin, je me souviendrai toute ma vie, je suis allongé au truc, elle essaie de me calmer, tu vois? Elle me caresse la tête et tout, je suis comme as. Bon, 3 semaines se passent, c'est simple, je suis dans un état où en fait, je peux pas bouger et dès que je pense à un truc négatif, j'ai la sensation que mon cerveau reprend feu. Oh, Donc tu c'est vois, dès que horrible. je commence à penser à un truc, et je te dis, ça a été terrible, mais en même temps, ça a été la meilleure chose qui ait pu m'arriver parce que j'étais arrivé au bout d'un truc que quelque part j'ai cherché, c'est-à-dire le mur. Je l'ai cherché, j'ai Ah donc là, creusé. tu l'as bien trouvé, quoi.
quand je fais les choses, je les fais Pas bien, moitié. je les fais bien. Donc là, je l'ai pris plein fer et donc à partir de ce moment-là, j'étais condamné à changer, en fait. C'était plus une option, c'était plus un choix, j'étais condamné à laisser, en fait, toute la partie de 20 ans jusqu'à ce moment-là, tout toutes ces choses que je portais, c'est soit je les laissais, Soit soit ça allait me tuer, en fait, tu vois? et c'était quoi du coup? Tu as su ce que c'était, ce que tu avais au J'ai cerveau? su, le neurologue, il m'a expliqué, il m'a dit qu'en gros, entre, les chocs au rugby et l'état de s en fait, à partir de 20 piges, j'étais dans un état de syndrome post-traumatique. Donc en gros, c'est le cerveau qui se met dans un mode de sécurité et en fait, le cerveau est incapable d'en sortir, tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui, oui. il m'a expliqué le mécanisme, ce qui fait que tu es dans un niveau de stress Élevé tout le permanent temps, ouais. et ce qui fait qu'en fait, c'est comme si le traumatisme ne passait pas parce que le cerveau, il est incapable de se reconnecter à la partie qui lui dit que le danger est passé Bien sûr. et donc en fait, tu vis le traumatisme constamment. C'est-à-dire que c'est un jour sans fin et donc ce niveau de stress élevé que j'avais était compensé par le fait que je faisais du sport. Donc la cortisol, l'hormone du stress, elle redescendait et le jour où j'ai arrêté le sport, Bah, tout c'est tout a pété et donc en fait, il m'a dit: «Cette hormone, si vous allez trop loin, elle peut vous tuer, en fait, parce que c'est une hormone qui est faite pour un shot, elle est pas faite pour pour, être dans le en corps, elle permanence, se met bien à le sûr. détruire». Donc il me dit: «Ça a commencé à détruire vos gaines, votre système nerveux, truc et ce que vous avez rajouté à côté, Ouais, ça le c'était terminait. c'était carré d'as». C'était terminado. C'était carré d'as, mais il était très très gentil ce neurologue argentin, il était drôle et il m'a dit: «Bon là, vous avez pas rigolé, hein, là, faut Faut là y aller doucement. là et si vous continuez là». Donc j'ai compris quand même que j'étais dans les champions qu'il Ouais, a ouais, qu'il a qu'il avait croisés, vu. quoi. Cet épisode malheureux, Mmh. et plutôt dramatique parce que tu aurais pu y passer, ça a été l'élément déclencheur qui t'a permis de rebondir et de te dire: «OK, là c'est bon, j'ai pris le mur plein fer, je veux autre chose, je veux plus vivre ça». Bah, en fait, ça m'a permis de me dire que fallait que je passe au jour d'après, en fait. Ce que tu as fait. Ouais et de me dire qu'en fait, toute cette colère que j'ai eue pendant 10 piges, tout ce truc-là, en fait, je pouvais plus le porter, tout simplement. Je pouvais j'avais plus les épaules assez Ouais, large, solides ouais. pour pouvoir porter tout ça et j'en avais plus l'envie non plus et à un moment, en fait, j'avais besoin de repartir à zéro et je me suis dit: «Bah, en fait, mon corps a choisi pour moi, en fait» et on retrouve quelque chose et on accepte, humblement de retrouver un arbre, dans lequel on va grimper Qui a été le théâtre et qui était le théâtre, ouais. et qui aujourd'hui, des années plus tard, te permet de t'éclater sur scène et d'avoir une vie complètement différente. Ouais et qui m'a permis vraiment de retrouver un cap et en fait, ça m'a, permis de me rendre compte qu'en fait, il y avait la possibilité de revivre des aventures humaines, que je pouvais aussi retrouver du plaisir à jouer, que les sensations que j'ai pu avoir de jouer devant un public, je pouvais les retrouver dans le théâtre, mais qu'en fait, tu peux les retrouver en fait, de se dire que les aventures humaines, tu peux en vivre dans plein de domaines différents et ça m'a permis de vraiment m'ouvrir l'esprit et en fait, ce qui était très dur dans la période, rugby, c'est qu'en fait, c'était mon seul prisme. Oui, tu avais pas d'autre, tu connaissais C'était rien mon d'autre. seul prisme et donc ce qui veut dire que pour moi, tout le monde extérieur était un monde chiant où les gens faisaient des trucs qu'ils avaient pas envie de faire. Enfin, j'étais très, j'avais, Oui, tu avais des œillères, enfin ouais, tu voyais, tu avais ton tunnel de pensée et de ce que tu exactement, connaissais, ce que tu voulais surtout connaître exactement et le reste pour toi c'était nul. et le reste était nul, mais surtout le reste me terrorisait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? De me dire, tout le reste va être ennuyeux, je vais jamais retrouver le plaisir donc le théâtre, m'a permis de me dire: «Bah, en fait, la vie continue, il y a plein d'autres aventures à vivre». Le rapport à la peur, le rapport au public, ben, je retrouve un peu des sensations que j'ai pu avoir, Oui, parce que c'est assez au similaire, rugby. hein Il y a des ponts, il y a beaucoup et de énormément, passerelles. c'est Il y ça. a beaucoup de Le passerelles. public, l'adrénaline, L'adrénaline, la peur avant, l'appréhension, le travail, le travail, la répétition, la préparation. la préparation, la dynamique de groupe. Au rugby comme au théâtre, tu peux jamais être bon seul, en fait. C'est les autres qui te rendent, bon et c'est quand l'énergie, elle se transmet que d'un coup, bah, le groupe, il existe et donc en fait, ça m'a permis de me dire que ma marche
et tout ce que j'aimais dans ce sport, en fait, n'était pas terminé. La quête pouvait se faire différemment, tu vois? La Oui, quête oui. par rapport à soi. Le chemin était pas fini, tu as juste bifurqué, tu as pris une autre route, Oui, et qui tourne, en fait, autour des choses dont à un moment je pensais être obligé de faire le deuil et en fait, pas du tout. et aujourd'hui, est-ce que tu es heureux? Aujourd'hui, franchement, je suis très heureux. Je fais des choses très différentes. J'accepte, et je prends plaisir à apprendre des choses. Je suis plus dans ce rapport comme j'ai pu l'être de se dire: «Faut que je sois bon dans une chose, il faut être excellent dans une chose», truc. Maintenant, je kiffe être nul dans plein de trucs, apprendre des trucs, Ouais, c'est très satisfaisant de différents. savoir de plus avoir de pression. Ouais, et surtout de plus se la mettre et de plus être dans ce rapport un peu sadomasochiste avec soi-même. Ouais, j'ai appris par la force des choses aussi à être un petit peu plus bienveillant avec moi. J'ai compris aussi que j'avais eu aussi un vrai souci d'estime de moi et que toutes ces épreuves m'ont permis d'acquérir une estime de moi qui est meilleure et qui fait que j'ai un rapport aussi plus sain avec les gens et avec moi-même, tu vois? Et l'estime de soi, c'est comme une vraie clé pour, dans la Mais vie de tous les jours. je l'ai compris très tard, que c'était sans doute la chose. Ah, c'est le levier, pour être bien dans sa vie. Bah, en fait, si tu pas d'estime de toi, si t'as pas de rapport, d'amour de toi, tu vas le chercher chez les autres. Donc ça veut dire que tu es plus centré sur toi, tu es centré sur les autres. Tu veux être, ce qu'ils veulent eux, pour essayer de récupérer, de quémander un petit peu de l'amour que tu n'arrives pas à donner. Et donc ce qui fait que tu deviens prisonnier des autres et en même temps, tu développes une colère profonde envers toi Et une peur, hein. parce que tu n'écoutes pas ta voix intérieure et ton ego, ce qui fait que tu es en crise d'ego permanente, donc tu es en colère envers toi-même et c'est ça qui ouvre toute la porte du cycle autodestructeur, tu vois? Et j'ai mis du temps à, en fait, à démonter tout ça et à me dire que ça, c'était déjà présent dans mon adolescence, tu vois? Mmh. Et qu'à un moment, au-delà du rugby, au-delà des galères que j'ai eues, je pense que même si je m'étais pas blessé au genou, j'aurais eu des rapports addictifs avec l'alcool, j'aurais eu des rapports addictifs avec l'alcool. Tomber, c'est une chose, mais l'essentiel, c'est de se relever à chaque fois et tu t'es relevé plus d'une fois. Beh, écoute, j'en ai fait un petit mantra en me disant, en fait: «Si tu tombes, pars du principe, n'attends pas que quelqu'un vienne te tendre la main pour te relever». Parce qu'entre 20 et 30 piges, je pense qu'il y avait une partie de moi Qui qui espère. avait envie d'être sauvée. Et en fait, personne peut te sauver de toi-même, il y a que toi qui peux te sauver de toi. Et donc à un moment maintenant, quand j'échoue, quand je rate des trucs ou quand c'est des moments difficiles et que je reprends un coup, sur le coin de la tête, je ne me laisse plus l'option de m'allonger par terre en attendant d'être sauvé, tu vois? Je me dis: «OK, ça s'écroule, comment on reconstruit?» Et du coup, on arrive sur la fin du podcast et je me suis amusé à créer une petite rubrique qui Mmh, s'appelle la rubrique du dilemme. Et donc aujourd'hui, ce sera les dilemmes d'Acrem. très Il bien. y en a 3. Alors, le premier. Tu préfères rejouer un match avec une crampe à chaque jambe, sous une pluie glaciale dans un terrain boueux, Mmh. ou réciter des vers de Racine pieds nus sur une scène brûlante? Si j'ai mon intégrité physique, complète, ouais, je préfère jouer un match de rugby avec, des crampes, dans la boue. C'était pas OK, mes préférés, mais bon, ouais. écoute. Alors, le dilemme suivant. Tu préfères que ton ancien coach te mette en scène ou que ton metteur en scène te coach pour une finale de top 14? Alors, je pense que je préfère que mon metteur en scène, entraîne, sachant que tu le connais aussi. Je pense que Il serait en pas mauvais, je ouais, il pense. serait pas mauvais. Ouais, il comprendrait rien, mais en tout cas en termes Bah, de passion, il serait dans le rôle. ah Il ouais, il trouverait le rôle qu'il faut et en termes de passion, je pense ah qu'il oui, c'est serait clair. capable de motiver n'importe qui. Tu préfères affronter un pack de 8 piliers en colère ou un public de 300 spectateurs parisiens un peu snob? Ah, je préfère affronter les snobs. Les piliers, il faut pas s'y frotter. Surtout s'ils sont en colère et qu'ils sont en groupe, il faut pas s'y On frotter. évite. Faut faire le tour. OK. Et alors la petite dernière, Mmh. tu préfères que ta montre te félicite à chaque fois que tu respires ou avoir un narrateur permanent un peu enthousiaste qui commente tout ce que tu fais? Alors, je préfère le narrateur, parce que je pense que la montre, qui me félicite à chaque fois, ça me rendrait fou. Et je pense que le narrateur enthousiaste, je le testerai un petit peu. Je le mettrai dans des situations, voir s'il garde son enthousiasme, malgré toutes les situations. Je pense que OK, ça me ferait rire, mais ça me rendrait fou aussi à un moment. OK, super. J'ai une dernière petite question pour avant Vas-y. la fin de ce podcast. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Honnêtement, la santé pour moi, mes proches et le reste, je m'organise. Eh ben, je te le souhaite de tout mon cœur, Voilà. vraiment.
Surtout que je pense qu'au niveau souffrance et santé, ça y est, tu donné quand Je même. pense que j'ai donné. Ouais, Je pense ouais. que j'ai Tu donné, as donc fait ton je quota. je je demande juste, Un petit peu de l'intégrité rame. ouais, un peu d'intégrité physique et juste, ouais, pouvoir avoir, l'énergie et la santé de pouvoir, ouais, continuer ma route et je le souhaite, à toute personne et à tous les proches, que je peux avoir. Eh ben, merci beaucoup Akrem. Merci pour avoir partagé tout ça avec autant d'honnêteté, de franchise et Avec d'authenticité. plaisir, j'ai essayé d'être honnête avec tout ça et non, je pense que voilà, ce que j'aimerais, par ce «témoignage» entre guillemets, c'est ouais, de me dire que dans les périodes que j'ai pu vivre de très, très compliquées, ce qui m'a fait du bien, c'est des fois de lire des choses ou d'entendre des gens qui ont pu vivre des choses difficiles et qui ont réussi à trouver une route et donc j'espère pouvoir à mon tour, rendre ce témoin à des gens qui en ce moment vivent des choses, compliquées. Eh ben, je suis sûr que tu officies parfaitement. J'ai essayé en tout cas. J'ai Merci essayé. beaucoup. À bientôt. Allez, à bientôt. Et nous, on se retrouve jeudi prochain à 18 h pour un autre épisode et ce sera avec Darina Aljoundi. À jeudi prochain. Je l'ai bien fait ça, hein. Ah ouais, ouais, celui-là était très bon. Ouais, j'ai pas fait le pouce, le truc, le machin. Bon, en fait, si, quand même, si vous pouvez mettre un pouce, si vous avez liké, la cloche, tout, faites Voilà, tout. allez-y N'hésitez quand surtout même à pas. un J'ai fait moment. genre, je voulais pas le faire, mais là, je le fais quand même. C'est le premier épisode et je vais essayer de pas le faire à chaque fois, mais faites-le, s'il vous plaît. Non, ce serait bien qu'on continue à se dire des choses. Bah oui, puis qu'on puisse se revoir.